Salut! J'ai décidé de faire une vidéo sur la programmation des boîtiers Max-Sécu parce que j'ai énormément galéré pour réussir à comprendre comment programmer les fonctionnalités avancées de ces boîtiers, ce qui fait la particularité de ces boîtiers. Et donc j'ai décidé de partager un peu mon expérience parce que en gros c'est des boîtiers qui sont un peu à part. Et la doc qui est fournie avec ces boîtiers n'est pas, comment dire, il y a des chapitres très détaillés, mais il y a beaucoup de chapitres qui sont très très succincts. Et puis il n'y a pas de communauté vraiment sur Internet qui pourrait vous aider en cas de problème, sauf des problèmes de base. Donc, dans ma vidéo, je ne parlerai que des particularités et des fonctionnalités avancées de ces boîtiers. Donc, si vous cherchez à savoir comment brancher vos entrées trigger ou comment programmer la carte d'allumage, bon, moi, je vais pas faire ça. Je vais pas faire une vidéo là-dessus. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui expliquent tous ces concepts de base. D'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de regarder les vidéos sur les Max-Sécu, vous prenez n'importe quel boîtier, vous aurez toujours une carte d'allumage et d'injection, et puis voilà. Donc, par contre, comme la doc n'est pas géniale et qu'il n'y a pas de communauté, dès que vous voulez taper dans des fonctionnalités avancées, là, voilà, moi en tout cas, j'ai beaucoup galéré. Parce que justement, c'est ce qui est particulier avec les Max-Sécu, c'est que ce sont des boîtiers extrêmement flexibles. Et donc, ils ont créé des fonctionnalités qui n'existent pas ailleurs, qui permettent, en fait, en gros, c'est un boîtier dans lequel vous avez des boîtes, comme par exemple des cartos, ou des boucles PID, ou des fonctions mathématiques. Et à l'entrée et à la sortie de ces boîtes, vous pouvez choisir quasiment n'importe quel paramètre du boîtier. Donc, vous pouvez chaîner ces boîtes. Par exemple, vous pouvez faire une carto dont la sortie ira sur notre carto, ensuite elle ira sur une fonction mathématique, et ensuite elle reviendra sur notre carto. Voilà, c'est à l'infini. Et donc vous pouvez faire vraiment des trucs très très forts, enfin très très particuliers, qui n'existent pas en fait en tant que fonctionnalité. Euh, et, à la rigueur, vous pourriez faire gérer une chaudière avec ces boîtiers, parce qu'il suffirait juste de leur faire croire qu'ils ont un moteur qui tourne. Donc ce qui est bien aussi avec ces Max-Sécu, c'est que toute la gamme des boîtiers utilise le même cœur. Euh, les boîtiers ne diffèrent que par le nombre d'entrées-sorties, mais en gros la programmation est la même. Donc en fait ce soft-là qui s'appelle MTune, c'est le même. Et en gros le firmware qui tourne sur le boîtier, donc le programme qui fait tourner le boîtier lui-même, il est le même aussi. Et puis le matos, en fait, la CPU, etc., c'est la même, enfin, si je comprends bien. Donc, vous commencez par un boîtier, puis vous voulez en prendre un autre plus gros, par exemple, bah, vous payez juste un peu plus cher, mais en fait, vous n'avez plus rien à apprendre parce que c'est exactement la même programmation. Et toutes les fonctionnalités avancées, si j'ai bien compris, elles sont dispo sur tous les boîtiers. Voilà. Donc, ne cherchez pas dans cette vidéo les détails. Enfin, je ne vais pas vous expliquer comment utiliser les fonctionnalités de base. Voilà. Donc déjà, il y a donc une aide en ligne. Quand vous allumez, vous appuyez sur F1, Help, donc il y aura une fenêtre qui va apparaître et vous aurez des descriptions des choses. Par exemple, vous voyez le chapitre qui concerne les triggers. Donc ça, ce sont les capteurs de position de moteur. Il y a beaucoup d'explications. Mais même là, je me suis retrouvé à ne pas savoir comment faire. Et donc, je vais vous expliquer. Alors, moi, j'ai donc un moteur V6 biturbo qui est hot-firing. Et à l'origine, le capteur de position des boîtiers de ces voitures, en fait, il comporte 6 dents, chaque dent correspondant au PMH
des cylindres, puisque les cylindres ne sont pas espacés de 120 degrés, mais 90, 150, 90, 150, 90, 50. Donc ça fait 6 positions. Je voulais savoir si je pouvais utiliser cette roue de la poulie des positions avec ce boîtier. La doc ne spécifie pas, donc je vous le dis tout de suite que vous avez besoin d'une poulie avec des dents équidistantes. Vous ne pouvez pas avoir des dents genre comme moi j'avais avec 90 et 150 degrés qui se suivaient. Non, il faut que ça soit genre tous les 10 degrés ou tous les 90 degrés, etc. Ensuite, à la question combien faut-il avoir au minimum de dents sur la poulie du vilebrequin, ben, la réponse a priori c'est 12, mais je n'ai pas vraiment compris. Bon, moi j'ai choisi 36. Voilà. Donc il existe un pattern qui est standard. Là, je viens d'ouvrir la fenêtre où on configure les triggers. Et ça s'appelle Missing Tooth. Donc vous allez avoir, je sais pas, par exemple 60 dents et vous dites il y en a deux qui manquent. Ça, c'est le pattern Bosch hein, typique, 60-2. Vous pouvez mettre ici n'importe quel nombre de dents, enfin n'importe quel nombre. Il y a une plage, mais voilà, de 1 à 180. Mais si vous voulez savoir ce qui est le mieux, ben, vous pouvez pas. Enfin, il n'y a rien dans la doc ne le dit. Et donc, en gros, il faut avoir au minimum 12 dents. 36-1, par exemple, c'est un pattern qui est assez courant. Donc, c'est très bien parce que vous allez avoir une dent tous les 10 degrés. Ce qu'il faut jamais oublier, c'est que pendant le démarrage du moteur, le régime fluctue énormément et donc, avoir plus de dents, c'est toujours mieux parce que bah, ça sera plus précis. Et puis, l'accélération au moment où il y a les premières explosions est absolument énorme. Si vous calculez par tour, vous doublez, triplez, quadruplez le régime. Et donc, si vous n'avez pas des dents plus ou moins bien situées, enfin placées sur cette poulie dentée, crantée, ben, en fait, vous allez avoir un allumage, il peut être complètement dans les choux et le boîtier n'est pas capable de prédire parce que c'est pas juste une montée normale, c'est une montée très très fluctuante parce que chaque explosion pousse le vilebrequin, mais ensuite il freine parce qu'il tourne pas vite, enfin il n'a pas assez d'énergie quoi. Voilà. Donc choisissez des dents équidistantes et minimum 12. Ensuite, la question que j'ai eue, donc moi j'avais des capteurs VR sensor, donc c'est-à-dire que c'est des capteurs électromagnétiques, c'est pas des capteurs de Hall qui sortent 5 volts, donc en fait ils ont un ampli dedans. Ça, ce sont juste des bobines et il y a un aimant qui passe devant. Et en fait, ces trucs-là, ils peuvent générer jusqu'à 200 volts dans les tours. Et je n'ai pas trouvé dans la doc, donc je vous le dis. Les entrées qui sont les deux entrées spéciales qui sont pour le trigger et pour le home, ce sont des entrées euh, où on peut brancher directement le capteur VR et elles ne vont pas cramer. Par contre, il y a d'autres entrées, la plupart d'ailleurs, vous pouvez brancher d'autres capteurs du type VR ou d'autres capteurs de position, mais là par contre vous êtes obligé d'avoir un circuit externe de mise en forme, ce qui s'appelle. Donc, par exemple, MagSecure en vend un, mais on en trouve ailleurs. C'est un composant Max 9926. Et moi, je l'ai acheté chez un gars en Espagne qui s'appelle Boss Garage, comme Boss Hugo Boss. Bossgarage.eu. C'est le moins cher. Et puis, c'est une petite carte. Et bon, après, vous vous démerdez pour la mettre dans une boîte parce que par exemple si vous voulez piquer les signaux de l'ABS pour faire du traction control, c'est par là ça, et ben vous aurez besoin des positions des roues. Et donc si vous avez la chance d'avoir l'ABS, ben vous allez tout gagner parce que c'est super précis. Ici vous allez voir que le choix des patterns donc des triggers, hein, donc c'est les positions de moteur, est assez énorme. Donc vous trouverez un tas de voitures relativement fréquentes.
Mais bah, si vous n'avez pas, si vous n'avez pas cette voiture, bah, vous êtes obligé d'en gros, d'acheter une poulie crantée générique et puis bah, après vous vous démerdez pour la fixer. Voilà. Alors, il est écrit dans la doc, je ne sais plus où, qu'il est bien d'avoir donc le first tooth angle. C'est la distance entre la dent qui manque et le premier PMH. Et donc, c'est bien d'avoir 90 degrés. Et d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que je pense que ça a été rajouté depuis que j'ai contacté le support de MaxiCube parce que je ne pense pas que c'était là avant. Parce que, en fait, j'ai trouvé un bug parce que j'avais un moteur hot firing. Question suivante. Quel genre justement, de moteur hot firing ou even firing puis-je avoir? Qu'est-ce qui sera supporté? Donc là, moi j'ai une Race. Donc c'est pas le boîtier le plus avancé. Le plus avancé c'est la Pro. Mais donc vous voyez que le nombre de cylindres qui peut marcher, donc il est bon, quasiment tout ce qui existe, hein, je pense. Si vous mettez 6, vous allez avoir donc à rentrer les angles de du PMH de chaque PMH. Et en gros, ici, vous êtes, en principe, vous êtes totalement libre. Donc vous rentrez juste moi, je vais charger mes cartos et donc, bah, vous rentrez l'ordre d'allumage et vous rentrez les angles ici, euh, à quel angle se trouve le PMH. Donc en gros, vous pouvez, ça peut marcher avec quasiment n'importe quel moteur. Donc ici, vous allez rentrer le cubage. Ça, c'est important pour que le moteur puisse estimer la VE, donc en fait la quantité de fuel à injecter. Alors si vous regardez ce menu sur la gauche, donc c'est là qu'il y a tous les trucs. Moi, je le trouve pas très bien organisé. Et ce qui est le plus rigolo, c'est que les cartos essentiel principal du boîtier se trouve vraiment tout en bas dans le tuning. Et tuning, on pourrait se dire, bah, c'est un truc de tuning. Ben non, non, c'est les cartos de base, c'est le pétrole, la richesse et donc l'allumage. Voilà. Ici, dans la config, vous allez avoir les logins. Donc, vous avez deux façons de loguer. Vous avez un log intégré au boîtier et moi, par exemple, c'est enable. Donc, c'est à chaque fois que j'allume le moteur, enfin, le boîtier, il est en train de loguer ce qui se passe. Il y a une mémoire interne assez longue. Donc, pour moi, par exemple, vous voyez, ça suffit pour 1h13 et après, ça tourne. Donc, ça réécrase ce qu'il avait écrit avant. Mais moi, je log 86 canaux à la fréquence 50 Hz. Donc vous pouvez baisser la fréquence. Hein. La plus grosse c'est 1 kg, ça c'est quand il demande genre des trucs très précis, c'est pour le diagnostic en gros. Et puis le nombre de canaux, ben, il est assez, enfin, il y en a bien plus que 86, des paramètres qui existent dans le moteur. Ce truc, il vaut mieux le programmer tout de suite et il faut penser à ce que, par exemple, la température, ben, 4 fois par seconde, c'est suffisant, hein, ça change pas tout le temps. Et ça économise beaucoup de place parce que ben, c'est une mémoire qui n'est pas élastique. Mais ça, c'est bien de configurer tout de suite parce que l'autre manière de loguer, c'est quand vous lancez euh, le, donc vous branchez au boîtier, donc il y a des boutons qui apparaissent là, et là on peut aussi allumer et enregistrer les paramètres, mais ce qui est enregistré, donc ça sera enregistré, c'est envoyé sur le PC, mais ce qui est envoyé sur le PC, je crois qu'il enregistre avec la fréquence de genre 25 Hz, donc il y a des choses qu'on ne verra pas parce qu'elles sont trop rapides. Par contre, il y a absolument tous les paramètres. Alors que là, dans la mémoire interne, vous êtes obligé de choisir d'avance. Et moi, par exemple, souvent, quand je rajoute des trucs, bah, j'oublie de les sectionner. Après, je me dis, ah merde, t'es con. Tu l'as pas alors que tu viens de l'ajouter. Alors, ensuite, bon, je vais pas parler de tout, hein, comme j'ai dit, je vais parler que des trucs dans lesquels j'ai galéré. Donc, dans le fuel, euh,
il y a cette carto qui permet donc de dire à quel angle commence ou finit le pulse d'injection du fuel. Alors maintenant, parce que j'ai demandé, il y aura normalement, la prochaine version, il y aura une carto par cylindre. Parce que moi, justement, j'ai besoin de trafiquer un peu plus. Parce que, bon, il y a des phénomènes dans des... C'est un moteur avec un seul plénum, mais pour des bancs donc, qui ne sont pas distancés de la même manière. Donc, il y a un banc qui pique de l'essence à l'autre. Donc, moi, et ça influe énormément la pollution au ralenti. Donc moi, par exemple, j'ai trouvé qu'à 350 dans Can of Ejection, c'est le mieux, mais je veux dire, si je mets 600, la pollu est 2 fois plus élevée en CO, hein, donc c'est important. Mais maintenant, il y aura donc par cylindre, on pourra carrément avoir une carto. Et leur carto, vous pouvez mettre n'importe quel paramètre. Donc c'est vraiment très très flexible. Apparemment, c'est très cher. Bon, je leur ai pas demandé un truc aussi sophistiqué. Mais ça, c'est important. Si vous avez un moteur qui est un peu bizarre, il faut penser que l'angle d'injection, c'est très très important dans les petites charges. Parce que bah, sinon les cylindres se piquent de l'essence entre eux. Dans l'Axle Enrichment, c'est ce qui s'appelait avant la pompe d'accélération, il y a 2 modes. Il y a le time-based et il y a le event-based. Et en fait, le problème du event-based, c'est que il est très court. Si vous avez un moteur qui a besoin vraiment d'enrichir pendant, je sais pas, une seconde, vous voyez, moi c'est 0,7 secondes, et ben avec un event, alors si vous passez là, euh, le decay rate, en fait, c'est donc de combien de pourcents ça diminue. En fait, si vous tapez dans ce menu, le plus petit que vous pouvez faire, c'est 5%. Et 5%, ça vous donne 0,3 secondes, je crois. Mais en réalité, vous pouvez tricher. Donc l'interface ne vous permet pas de mettre 1, mais si vous allez dans le fichier de configuration, qui est un fichier XML en fait, un texte, bah là-bas, vous pouvez mettre 1, et ici, il acceptera 1. Par contre, si vous retapez ici, si vous essayez 3, bah là, il va dire, ah non, 5. Maintenant, là, pour moi, c'est foutu, je suis obligé de mettre 5, et ensuite, je suis obligé d'aller dans le fichier et éditer pour mettre 1. Alors, déjà, je vais tout de suite aller dans les lambda sensors. Donc, la question, donc, les boîtiers chers, genre Race Pro, ils ont des sondes lambda intégrées. Le Race n'a qu'une seule sonde et le Pro en a 2. Mais vous pouvez avoir, vous voyez, jusqu'à 8 capteurs externes. Moi, j'ai des Electronics et j'aurais pu, là j'ai ajouté un 3e. Et en fait, vous pouvez, par exemple, gérer vos cylindres comme ça, première A, B, et puis vous avez le cylindre 6, c'est l'autre sonde. Donc en fait, en gros, la lambda, elle est vraiment gérée, c'est extrêmement souple. Vous pouvez avoir une lambda par cylindre. Fuel Adaptation, c'est ce qui s'appelle Autotune chez tous les autres. C'est-à-dire que si vous avez une sonde lambda wideband, large bande, bah, le truc, en fait, il va observer, il va vous dire, enfin, il va tuner la table. Sauf que chez MaxEQ, ce n'est pas automatique. Et ils vont donc mettre ça dans des cartos. J'ai 2 cartos à chaque fois parce que j'ai 2 bancs. En fait, j'ai configuré le moteur. Ça aussi, c'est probablement un truc à dire. Ici, il y a ce paramètre dual VE. Ça veut dire que vous pouvez définir donc la gestion du moteur en 2 bancs. Je vais vous expliquer un peu plus, c'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir dans le fuel, vous allez avoir 2 maps parce que vos bancs n'ont pas la même richesse. La lambda sera la même, donc c'est la VE qui sera pas la même, et c'est l'autotune, enfin le full adaptation qui sera aussi par banc.
Alors là, il y a un problème dans ces cartos, c'est que ces cartos-là, donc ça c'est bon, on dit combien. Donc ça c'est la vitesse à laquelle il faut adapter, donc en fonction des paramètres, pourquoi pas. Mais là, ces cartos-là, elles font 6 sur 6, les cartos d'adaptation, et vous pouvez pas changer leur taille. Et ça, je leur ai dit, et ils m'ont dit, ah non, mais de toute façon, t'as pas besoin de changer la taille, hein, parce que le boîtier, il fait super bien son boulot et tout ça. En réalité, c'est super chiant. Donc, quand vous voulez, par exemple, vous démarrez le moteur, il est tout neuf, vous voulez juste mapper vraiment le bas, le ralenti jusqu'à 3000 tours, hein, bah, vous êtes obligé de rentrer ici vos 1000, 1500, enfin 1200, 1400, enfin des trucs précis, parce qu'en bas, on veut avoir des pas de régime assez faibles. En gros, on rentre les mêmes régimes que ce qu'on met là, dans les cartos. Donc moi j'ai 600, 800, 1000, vous voyez, comme ça. Et après, ça fait par pas de 500. Mais en bas, il faut toujours avoir une carto assez précise. Et vous êtes obligé, à chaque fois que vous changez de ce que vous voulez adapter, bah, vous êtes obligé de remettre tous ces trucs différemment. Alors ici, il y a un bouton que j'ai pas tout de suite vu, c'est Table Edge Behavior. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on est sorti en dehors de cette carto? Donc vous pouvez lui dire de faire une approximation, ou vous pouvez dire ne rien faire quand il est dehors, ben, il fait rien, il n'ajuste pas. Euh, oui, mais j'ai trouvé en fait un moyen pour aussi de limiter en fait l'adaptation, c'est on peut utiliser cette carto qui elle peut on peut rescaler, je crois. On peut mettre, voilà, on peut mettre n'importe quelle taille de la carto. Et là, si vous mettez des zéros, dans ce cas, quand il sera dans ces plages-là, ben, en fait, il ne pourra pas adapter parce que c'est en gros, c'est la correction maximale. Ben, vous mettez zéro, ben, ça peut rien corriger. Donc ça, c'est dans les cartos. Voilà. Et celle-là, moi, je la laisse comme elle était d'origine. C'est juste le rythme, l'adaptation rate, la vitesse en fonction du régime et tout ça. Et donc là, justement, c'est ce dont je parlais, c'est que, bon, dans la plupart des boîtiers évolués, vous pouvez ajuster le pétrole par cylindre avec des cartos, et ici aussi. Mais ce qui a été ajouté, c'est que maintenant, vous pouvez aussi avoir la même chose, une carto pour l'allumage. Donc on peut décaler des degrés. En sachant que ça, je vous expliquerai plus tard, mais ça veut dire que vous pouvez mettre n'importe quoi comme paramètre. Vous pouvez mettre, je sais pas, le temps de fonctionnement du moteur, ou j'en sais rien, la vitesse de la roue gauche, peu importe. Mais en gros, c'est une carto totalement générique. Bon, il y a le bac virtuel avec la console. Je ne sais pas à quel point c'est précis, je n'ai pas encore constaté. Donc dans la partie ignition, bon là il n'y a rien de particulier, enfin bon c'est habituel. Le knock sensing, donc comment le knock est géré. Euh, Globalement c'est relativement standard, c'est très souple. Vous pouvez vraiment faire une stratégie que vous, voilà, ouais, on peut modifier un tas de choses dans la stratégie. Et là, vous voyez, il y a une carto c'est une adaptation de l'allumage. En gros, en fait, il va stocker, il va dire de combien il faudrait retarder la carto d'allumage de base que vous avez là, pour pas que ça knock. Moi, par exemple, en réalité, je provoquais le knock, donc en fait, toutes ces données sont fausses, mais en gros, voilà, j'avançais de 10 degrés et ça commençait à knocker. C'est pour dire hein, la marge que j'ai. Ce que j'avais pas pensé à dire en faisant l'enregistrement, c'est que le système de knock de MaxEQ, il a été plutôt pensé comme un système de protection du moteur. Et donc, c'est pour rester un peu loin du cliquetis, pour pas provoquer le cliquetis. Alors qu'en réalité, il pourrait être aussi utilisé comme un système d'optimisation de l'allumage, parce que tous les moteurs modernes, à essence, ils fonctionnent tous à la limite du cliquetis. Et c'est ce qui les rend aussi efficaces. Et c'est ce que, par exemple, Audi a toujours fait sur ses turbales. Donc, et on peut dérouter, enfin, on peut reprogrammer un peu c'est pas très compliqué,
c'est suffisamment paramétrable pour justement tout le temps rester à la limite du NOC. Dès qu'il y en a un petit peu, on recule un peu et puis on se rapproche, etc. Donc ça, c'est bon. Deuxième chose, c'est que ça a été pensé comme un système de gestion de tous les cylindres en même temps. Dès qu'il y a un NOC sur un cylindre, tout le monde recule. Or, c'est inefficace et tous les moteurs modernes gèrent le NOC par cylindre. Et on pourrait aussi faire ça sur le MaxEQ, mais pour ça, il faut un signal par cylindre qui donne le NOC. Donc le signal du NOC lui-même, c'est un signal beaucoup trop rapide, ça disparaît instantanément, donc on ne peut pas l'utiliser. Il y a un truc qui s'appelle peak NOC. C'est un signal qui reste pendant 200 millisecondes à partir du moment où il y a eu un NOC sur un cylindre. Le problème, enfin j'ai essayé de l'utiliser, mais le problème c'est qu'il est buggé, donc ça marche pas. Donc là, c'est le idle control, donc le ralenti. Tout ce que je peux vous dire seulement, c'est que les coefs là, dans la loupe PID, ben, vous voyez les valeurs que j'ai, 0, 1. C'est voilà. Ils ont ajouté dans la doc la formule des boucles PID parce qu'avant il n'y avait pas et ils voulaient même pas me dire parce qu'ils disaient que c'était trop compliqué. En réalité, bon, c'est tout con. Mais il faut savoir. Donc en fait, ces coefficients, du point de vue physiquement, ça veut rien dire. Dans chaque contrôleur, vous n'aurez pas les mêmes coefs, mais dans celle de PID, avec une vanne donc à deux broches, pas un moteur, un pas, ben en fait, vous voyez, les valeurs sont très très faibles. Une nouvelle parenthèse pour dire qu'il manque un paramètre dans le régulateur du ralenti, donc c'est un régulateur PID, c'est la limitation des valeurs de I de l'intégrateur, qui d'ailleurs est présente dans les contrôleurs PID génériques qui sont dispo dans ces boîtiers. Alors pourquoi on en a besoin? C'est parce que quand vous roulez, mettons à 1500 tours, vous relâchez l'accélérateur, c'est la voiture qui continue à pousser le moteur, mais le régime se rapproche de plus en plus du régime du ralenti, et donc le boîtier à un moment il va se dire ah il faut que j'essaye de réguler le ralenti. Mais le régime est trop haut puisque la voiture pousse le moteur. Et donc, il va commencer à refermer de plus en plus la vanne. Et si on ne limite pas la composante I, elle va chuter, elle va baisser énormément en, mettons, 20 secondes. Elle va baisser énormément. Et quand vous allez enfin débrayer, là, le moteur, il va se retrouver tout seul et la vanne est fermée de régulation et le régime va chuter de beaucoup. Si vous avez la clim, il va probablement caler. Et il va falloir du temps au régulateur pour remonter, puisque la partie intégrateur, ben, c'est forcément, par définition, c'est lent. Donc je leur ai dit qu'il fallait faire cette mutation, et bon, ben, normalement, ils l'ont intégré dans les nouvelles versions. Moi, j'ai le patch, ben, je ne l'ai pas trouvé, mais normalement, il y en aura une. Alors, dans le boost, il n'y a rien vraiment de particulier, mais juste pour vous donner une idée de la flexibilité, donc ça, c'est la target, c'est-à-dire en fonction des conditions, quel est le boost que je veux avoir. Donc 150, c'est 150 kPa hein, ici. Donc moi, j'ai des cartos, ça change en fonction, ça ce sont les vitesses, donc de la boîte de vitesse. J'ai pas le même boost. Et ici, c'est T20. Donc ça, c'est la position de la pédale d'accélérateur. Donc en fonction de la pédale, bah, je vais moduler le boost. Et ici, j'ai des limitations qui sont appliquées. Donc, par exemple, quand le moteur est froid, je ne vais pas autoriser de boost élevé. En fait, il y aura juste le boost mécanique. La valve de boost en fait, sera tout le temps ouverte. Ou enfin fermé plutôt, et plus la température monte et plus je l'autorise. Mais en plus, dans ce paramètre, j'ai d'autres choses. Par exemple, quand j'ai du NOC, eh ben, je vais diminuer la target du boost. Parce que en fait, quand vous avez le NOC, le système de NOC, ici, ce qu'il fait, c'est qu'il retarde l'allumage. Le retard de l'allumage, c'est très bien, c'est très rapide. Donc ils disent qu'il faut trois cycles, trois événements d'allumage pour que ça soit appliqué. Le problème, c'est que
Si vous retardez de beaucoup l'allumage, ça empire les choses sur des moteurs turbo parce qu'en fait, euh, plus vous retardez l'avance, c'est-à-dire que moins il y a d'avance, et moins le moteur est efficace, et plus il y a de chaleur qui part dans la turbine, et plus la turbine tourne, donc en fait le boost monte. Donc vous allez reculer l'avance de 10 degrés, ça va faire baisser la puissance, mais si vous allez plus loin, ben, en fait vous allez faire monter le boost, et en fait vous rentrez dans une boucle de laquelle vous pouvez pas vous en sortir si vous baissez pas le boost. Et donc vous pouvez faire baisser le boost si vous utilisez ces cartos-là dans la partie machin. Parce que ici, comme paramètre, vous pouvez mettre n'importe quoi. Et notamment, vous pouvez mettre par exemple la quantité de degrés que le contrôle du NOC a reculé. Donc plus ça recule, genre s'il met 4 degrés, je baisse un peu. Le boost, s'il recule de 8 degrés, je baisse plus. Voilà. Alors, les moteurs Sport, là, ça c'est le truc que vous allez avoir dans toutes les discussions YouTube des mecs qui veulent des bagnoles à 1000 chevaux, etc. Moi, j'utilise rien de tout ça. J'ai pas envie de péter ma bagnole. Enfin, de toute façon, c'est une voiture de ville. Mais ici, il y a des choses intéressantes. Mais bon, moi, j'y connais rien. Ici, je vous dis tout de suite, donc ici, en principe, c'est pour gérer les boîtes de vitesse automatisées et aussi pour gérer le traction control, donc l'adhérence. Alors là, c'est simple, vous devez rentrer, donc moi, par exemple, j'ai 4 capteurs, enfin en fait, j'ai pris le signal des 4 capteurs d'ABS, donc il y a 44 dents dessus, donc vous imaginez que si, même avec 0,3 km/h, vous avez suffisamment d'informations pour le boîtier, il sait déjà que vous bougez, donc ça, c'est très bien. Je vais faire une autre parenthèse. Donc au début, au lieu d'utiliser les capteurs d'ABS pour les roues arrière, j'ai utilisé le capteur sur l'arbre de transmission qui sert pour l'indicateur de vitesse du tableau de bord, donc le drive shaft. Et bon, d'abord, sur ce capteur, il n'y a que 2 dents par tour, ce qui fait qu'à petite vitesse, ben, j'avais pas d'infos. Donc ça permettait pas de gérer l'adhérence à petite vitesse. Mais même quand j'avais l'information, mettons à partir de 10 km à l'heure, ce à quoi j'avais pas pensé, c'est qu'il y a toujours du jeu dans le diff et même un peu dans les cardans. Et ce qui fait que quand les roues se baladent parce qu'elles se raccrochent, elles raccrochent, elles décrochent, en fait, l'information que reçoit ce capteur sur l'arbre, elle est complètement fausse. Et donc, vous obtenez, comme ça sert à estimer la perte de l'adhérence, en fait, la vitesse que le boîtier voit pour les roues arrière, elle est complètement bidon parce que de temps en temps, il y a des accélérations, puis ça s'arrête, en fait, ça oscille énormément. Et donc, c'est absolument inexploitable, même à des vitesses genre 15 km à l'heure. Et bon, bah, on ne peut pas du tout gérer ça au niveau du démarrage. Donc, ça ne marche pas du tout. Il faut utiliser quelque chose vraiment sur les roues. Bah, le mieux, c'est l'ABS, évidemment. Ici, vous avez une grille où on vous demande de rentrer les vitesses. En fait, si vous avez une boîte manuelle, ça ne sert à rien. Ce n'est pas vraiment utilisé parce que ils ont un signal qui s'appelle VSS Gear. Donc en fait, en principe, ils peuvent en déduire la vitesse dans laquelle vous êtes à partir de cette grille, mais en réalité, c'est complètement buggé, ça marche pas. Là, c'est la taille des roues que vous rentrez. Bon, bah, c'est pareil, c'est pour calculer la vitesse en fait, la vitesse en km à l'heure en fonction de l'information ABS de vos capteurs. Donc, en sachant qu'ici, ben, la taille, voilà, roue avant, roue arrière, c'est pas la même. Et, euh, et ici, paf, vous allez avoir une autre information. Ah non, donc en fait, c'est ça. Ça, c'était, je pense, pour la boîte automatique. Et là, vous allez avoir la même grille pour calculer ce ratio entre donc pour qu'ils puissent calculer automatiquement la vitesse, mais en réalité ça marche pas. Mais vous allez dire oui, mais c'est en fait c'est la même chose. Pourquoi ils n'ont pas copié? Ben en fait j'ai posé la même question et ils m'ont dit ben ta gueule c'est comme ça. Euh,
Et vous rentrez le pont aussi, hein, pour pouvoir calculer tous ces trucs. Et ici, vous allez avoir donc le contrôle de l'adhérence. Et donc j'ai demandé un truc qui fait que même si vous si les roues, en fait, le principe de fonctionnement de traction control, c'est qu'il compare la vitesse de rotation des roues entraînées et des roues non entraînées, en fait, poussées par la bagnole, en tout cas sur une deux roues motrices. Et donc à l'arrêt, imaginez vous êtes dans la neige, les roues avant la bagnole ne bouge pas, mais les roues arrière cirent parce que c'est la glace ou la neige. Vous voudriez baisser, mais en fait, avant, ils ne donnaient aucune information. Donc maintenant, ils vont dire qu'il y a un slip, ça glisse de 1000%, enfin bon, un chiffre énorme, mais au moins vous savez que ça cire, et donc vous pouvez faire quelque chose. Et donc là, vous allez avoir des cartos. Moi, j'ai des modes, en fait, j'ai 4 modes de sensibles, plus ou moins sensibles pour le traction control. Donc le 4, eh ben, il y a rien. J'autorise un slip de 100%. 100%, c'est déjà beaucoup, hein. Vous l'aurez pas souvent. Et 1, c'est maximum. Alors là, vous allez avoir la configuration des sorties. Lisez bien la notice parce que vraiment, on peut utiliser quasiment n'importe quelle sortie pour n'importe quoi. Et donc, c'est quand même pas mal. Et pour finir au sujet des trucs qui sont, bon, relativement standards, on va dire, j'ai pas parlé des choses advanced, mais qui sont quand même particulières à ce boîtier. Donc en fait ici, vous voyez, vous allez avoir le fuel et vous allez avoir des extra fuel. En fait, il vous donne 9 cartos qui sont totalement configurables et que vous pouvez utiliser pour ajouter des choses à la fuel. C'est pas mal. Donc, par exemple, moi, j'ai des cartos en fonction de changement du map, en fonction du knock, s'il y a du knock, et en fonction de la traction control, donc en fait de la perte d'adhérence, je peux aussi moduler le fuel. Et vous avez la même chose pour l'allumage. Moi, par exemple, j'utilise, en fait, j'ai toujours un potentiomètre que j'installe quelque part, pas loin sous la main, et que j'utilise, par exemple, enfin, en fait, j'utilise pour mapper. Donc, par exemple, là, je vais l'utiliser pour provoquer le ping parce que je vais avancer l'avance d'allumage de 10 degrés maximum quand je tourne le potard. Et puis, ben, je vais regarder comment ça marche. Mais c'est pareil, on vous donne 6 cartos. C'est quand même très très fort, hein. Bon, là, je viens de dépasser largement les 20 minutes. Donc, je pense que je vais m'arrêter là pour la première partie. Et du coup, il y aura une deuxième vidéo avec vraiment les trucs avancés. Parce que sinon, il va falloir une vidéo de 50 minutes. Et bon, c'est pas terrible, quoi. Sur YouTube, ça passe pas bien. Allez, salut.